Alors aujourd'hui, je suis face à Sébastien Béraud, alors un personnage très connu, on va dire, dans la résistance du monde agricole. Quand même, Sébastien, tu es un visage qu'on remet tout de suite en lumière. Alors aujourd'hui, on s'est accordé. C'était l'emmerdeur public numéro un. C'est pas grave, c'est pour le bien-être, en tout cas, des agriculteurs. Ton combat est légitime. Et aujourd'hui, on s'est accordé un peu de temps libre, parce que je pense que tu le mérites aussi. Je pense qu'il y a une grosse pression par rapport à ça. Ah oui, quand on est sur les réseaux, on est tout le temps sollicité, surtout que les agriculteurs qui sont en difficulté, ils arrivent toujours à trouver mon numéro, ils me contactent et j'essaye de les aider. Et c'est pas toujours évident, et il y a beaucoup de soucis. Les agriculteurs, plus avec la sécheresse qui n'arrange rien. Une année normale, déjà, c'est dur. Alors, je vous explique pas cette année comme c'est compliqué. Est-ce que tu trouves que cette histoire de sécheresse, par exemple, ça a quelque chose de normal, selon toi? Est-ce que tu as déjà observé de telles températures, une végétation qui brûle à un tel niveau? Non, pas aussi long. Nous, en Haute-Loire, c'est rare si chaque année on n'a pas la sécheresse, mais d'habitude, on a au mois de juillet, août. Mais là, ça fait depuis le début juin qu'il fait chaud, chaud. C'est à répétition. Il y a des endroits où ils prennent un peu des orages, mais nous, on n'a pas la chance de prendre des orages. Et quand il y a des orages, souvent, c'est de la grêle. Non, moi, je trouve que c'est pas normal. Donc, en fait, il y a encore une difficulté de plus qui s'ajoute sur le monde agricole, en dehors des autres difficultés qui sont déjà pas simples. Alors aujourd'hui, tu es dans la région d'Évian, ici à Lugrin, parce qu'on a fait un soutien à notre ami agriculteur Stéphane Servoz, donc, que tu connais. Donc par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Stéphane, ça fait 2 ans que je le connais par téléphone. Ça m'avait l'air d'être quelqu'un de plutôt bien dans le combat, il ne cesse pas faire. Puis il m'a appelé il y a 15 jours, qu'il venait de faire 48 heures de garde à vue. Il m'a dit, ouais, ils sont venus chercher mes vaches, mes chevaux. Il m'a fait voir les photos des vaches. Moi, je trouve qu'en tant qu'agriculteur, ces vaches, elles n'ont aucun souci de... Voilà, elles sont belles. Après, j'ai bien compris, quand on voulait lui mettre sur le dos que la maltraitance animale, ça passe bien par rapport au grand public. Voilà, on est des voyous. Je pense qu'il y a plus un problème de voisinage. Faut dire qu'il est mal placé. Il est à 200 mètres du lac. Il y a des maisons à 500 ou 600 000 euros autour de chez lui. Après, voilà, peut-être bien que ces chèvres, des fois, c'est pas évident de garder les chèvres tout le temps. Il y en a peut-être qui vont manger peut-être un petit peu du jardinage, je sais pas. Après, le problème de voisinage, il y en a partout. Sauf que là, ça a pris des proportions trop importantes. Il a été obligé de partir avec ses chèvres et se cacher dans les montagnes. Je sais même pas où il est d'ailleurs. Je vais aller le voir, mais il me donnera au dernier moment son point GPS. C'est pas normal qu'un agriculteur il soit obligé de partir de son lieu ancré. Depuis des générations, il était là et les touristes ils arrivent, là, bon je sais bien, là vous avez un point de vue magnifique, c'est un paradis, mais à un moment donné il faudrait que ce monde du tourisme et le monde paysan arrivent à travailler main dans la main, parce que le jour où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus de touristes parce qu'ils n'auront rien plus à manger. Donc c'est dommage, et il va falloir seulement qu'ils partent. J'ai vu discuter tout à l'heure avec sa mère. Ils vont partir parce que c'est insupportable. Sa mère est très fatiguée aussi. Très fatiguée, elle a des problèmes du cœur. Voilà, depuis que le père est parti, je pense qu'il tenait un peu tout ça. Et voilà, et maintenant, il se laisse. C'est plus supportable. Est-ce que tu crois que le mal-être animal, quand on sait qu'on perfore les oreilles des animaux, est-ce que c'est vraiment la vraie cause? Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière une idée un peu spéculative du foncier, par exemple? Non, mais de toute façon, moi j'ai fait plusieurs vidéos, je le soutiens. Moi je sais, j'ai des animaux. Des fois on a des jumeaux, des triplés et des toutes petites oreilles. C'est complètement fou d'aller percer, mettre une boucle qui va bousiller l'oreille. Des fois après l'oreille elle tombe. Ou des fois l'animal il reste avec la tête bloquée comme ça. On ferait pas ça à un humain. Moi je pense que ceux qui nous obligent à mettre des boucles aux oreilles, il faudrait les boucler eux pour qu'ils comprennent le mal-être animal. Ça, c'est de la maltraitance animale. Après, je pense qu'en 2026, on ne devrait plus faire ça. Surtout qu'en plus, les boucles, ils les perdent. Donc, le jour où on a un contrôle, si on n'a pas fait gaffe, quand on avait perdu une boucle, ils peuvent nous enlever des aides PAC, parce que les boucles, à peine elles les touchent quand elles mangent, qu'elles sont coincées dans la canadier, elles les font sauter. Et pour moi, c'est une maltraitance animale. Pourquoi les chevaux à 1 million d'euros, ils ont des puces, ils sont pucés? Voilà, à un moment donné, on met des puces partout ou on en met en nulle part. Il n'y a pas vraiment d'égalité de traitement là-dessus. Non, et puis moi je trouve que c'est complètement fou qu'on puisse nos animaux, que tout soit... Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur qu'on aille vendre un veau ou une vache comme ça en liquide. Vous croyez que les animaux qui viennent de l'autre bout du monde, ils ont eu des boucles? Non, il n'y a aucune traçabilité. Ils rentrent de la viande aux hormones de partout, en Suisse, en France, qui viennent de l'autre bout du monde. C'est pas normal. Là, c'est juste un prétexte pour nous faire chier, pour dire la vérité. Et puis une pression foncière immobilière énormissime. C'est sûr. Là. Quand on voit le point de vue... C'est une évidence. C'est une évidence. Ça soit comme un émeu de figure.
Ok, alors écoute, en plus de ça, on parle de spéculation foncière ici, qui a une forte poussée là-dessus à ce niveau-là. Mais je veux dire, au niveau de Sébastien, c'est quand même quelqu'un qui est résistant, on l'a dit. Toi, dans ton combat, tu es un autre résistant qui essaie de soutenir les agriculteurs. J'aimerais que tu nous donnes un petit peu la perspective ou le regard que tu as sur l'agriculture de demain, mais même à échéance courte, parce qu'il s'agit là de quelques mois, en fin de compte. Ouais, moi, à l'avenir, je le vois très très mal parce qu'on a tout le monde, les syndicats ne nous défendent pas, les partis politiques qui sont pro-Europe, pro-mondialistes, ils ne nous défendent pas. La seule personne qui pourrait nous défendre, ce serait les consommateurs. Et là, on a un cas très concret que les consommateurs, le voisinage, ne veut même pas soutenir le paysan. Donc, qu'est-ce qui reste? Le pauvre, il lui reste le choix entre prendre la corde ou prendre le fusil. Donc, c'est pas une solution. Donc, il faut trouver d'autres alternatives. Moi, je lance un appel avec la préfète de Haute-Savoie que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on redonne les vaches à l'agriculteur, on lui relaisse ses chevaux et qu'on lui trouve une exploitation, il vende ces biens-là, il se l'est mis dans la tête qu'il aimerait bien partir en Saône-et-Loire et qu'on fasse un bilan mois par mois pour voir l'état général des animaux, puisqu'ils nous disent qu'ils sont maltraités, tout ça. Voilà, mais tout ça pour moi c'est juste un prétexte. Donc à un moment donné, l'avenir agricole, il n'y en a aucun. Ouais. Tant qu'on aura de frontières qui seront ouvertes sur le monde entier, quand on fera venir du poulet d'Ukraine 3 fois moins cher que du poulet qui est un poulet de Brest, quand en Haute-Loire on a de la production ovine et qu'on fait venir des agneaux de Nouvelle-Zélande 3-4 fois moins cher, moi ça c'est mon combat depuis le début, je dis c'est pas possible. Si on veut garder l'agriculture française, c'est pas en faisant des lois Egalim 1, loi Egalim 2, loi du plomb qu'on va sauver l'agriculture. La seule solution pour sauver l'agriculture, pour moi, c'est de vraiment, au niveau des frontières, surveiller ce qui rentre, surveiller, vraiment regarder, voilà, il faut mettre des normes, il faut mettre des taxes très très fortes pour qu'on relance nos filières, parce que là on est en train de perdre des filières. On n'est pas à l'abri un jour, s'il y a vraiment un virus, s'il y a vraiment une guerre, ça peut arriver, une guerre mondiale, on va manger quoi en France? Parce que déjà, les Français, il y a des productions qui sont quasiment plus produites en France. Avant de rentrer dans l'Europe, on était 100% autonome, on était la première puissance agricole européenne, la deuxième mondiale. Aujourd'hui, on a les Espagnols, les Portugais, les Italiens, et ils produisent mieux que nous. On a combien d'agriculteurs aujourd'hui en France? On a à peine 350 000. Ouais. Et sur les 350 000, il y en a encore beaucoup qui font des biocarburants. Donc quand vous faites votre plein de votre voiture, si vous avez une essence ou une diesel, vous avez des champs de tournesol, des champs de colza, ils finissent dans le carburant de vos voitures. Donc en fait, les agriculteurs vraiment qui nourrissent les Français en France, il y en a de moins en moins. Ouais. Puisque tout ce qui est arboriculture, maraîchage, production animale, on est tellement concurrencé par l'extérieur qu'on ne peut plus en vivre. Donc on essaye de mettre il y en a qui mettent des éoliennes, d'autres qui mettent des panneaux photovoltaïques, d'autres qui font la méthanisation. Et c'est une voie de sortie, mais ce n'est pas une voie de solution durable. En réalité, si les gens eux-mêmes sont responsables de ce manque de prise de conscience, ça veut dire que si on laisse s'effondrer aujourd'hui l'agriculture française, telle qu'on l'a connue, nous qui sommes d'une certaine génération, demain on va sucer des cailloux, en fin de compte, c'est tout ce qui va nous rester. Et ce sera trop tard pour pleurer. Je pense que oui, tout ça c'est voulu. Je pense que c'est pour créer une guerre civile, parce qu'on sait très bien que moi je joue avec mes animaux et quand il n'y a rien plus à manger dans une parcelle, même que vous ayez la meilleure clôture, il sautera pour aller dans une parcelle plus verte. Donc moi ce que j'ai peur un jour, c'est qu'on est les citadins, Paris c'est une prison en ciel ouvert où il y a 10-12 millions d'habitants, 25 000 tonnes par jour, le jour où ils n'auront rien plus à manger, le premier jour ils vont manger les rats, le deuxième jour ils n'auront plus grand chose manger, et après ils vont venir dans les campagnes et ça risque de mal se terminer. Et moi je ne veux pas en arriver là. J'espère pas le voir, mais je pense que tout est fait pour qu'un jour il n'y ait plus grand chose à manger en France. Parce que on est en train de... Tu penses qu'on va être obligé d'arriver à cette situation pour que les gens prennent conscience? Ouais, c'est pour ça que moi je lance un appel aux gens qui sont partis, souvent des fils d'agriculteurs qui sont partis dans les villes. Je peux les comprendre parce que le métier d'agriculteur c'était dur. Oui. Ils voulaient pas travailler pour pas grand chose. Ils sont jamais partis en vacances avec leurs parents, donc ils sont partis travailler à la ville. Sauf que tant mieux, ils ont bien gagné leur vie, ils ont des maisons. Sauf qu'ils sont à l'abri de rien. Un jour, moi je leur conseillerais de revenir à la campagne, de faire leur jardin, de s'alimenter au moins à 30%. Avec le jardinage, avec la cueillette. Nous, en ce moment, en Haute-Loire, on a des murs dans les coins un peu au nord. Il y a des mûriers, il y a des poiriers, il y a des champignons à l'automne. Il y a de quoi se nourrir. Et tout ça, maintenant, c'est à l'abandon. Moi, je vois, avant, les pommiers, les poiriers, tout le monde se battait pour aller ramasser les fruits. Et maintenant, plus personne ne les ramasse. Tout le monde va en grande surface. Ils vont les acheter, ça coûte pas cher. Bien souvent, il y a eu des produits chimiques, de la merde. Ouais, les produits pourrissent dans les arbres de nos productions. Je pense qu'il faut prendre conscience que rien n'est acquis et que c'est
qu'un jour ou l'autre, il n'y aura rien plus dans les grandes surfaces. Ouais. Aujourd'hui, vous allez dans une grande surface, vous avez tout. Vous allez acheter votre cigarette pour ceux qui fument, vous allez vous faire les ongles pour ceux qui veulent se faire les ongles, vous allez acheter l'eau, à manger, tout. Mais au final, vous n'avez rien au final. En fait, on pense tous un peu la même chose sans forcément le dire, mais peut-être qu'une pénurie alimentaire s'organise. Est-ce que d'après toi, le réchauffement climatique tel qu'on le traduit aujourd'hui, on sait très bien que tout ça, c'est pas forcément la réalité. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans tout ce qui se passe. Alors, on n'entrera pas dans le débat, mais est-ce que pour toi, tu n'as pas l'impression que c'est justement organisé pour créer une famine à grande échelle? Ben, si, le problème, c'est que je passe pour un complotiste, je passe pour un fou, mais en attendant, tout ce que je dis depuis des années, c'est là sous notre nez. Voilà, on voit bien qu'à des moments, le ciel n'est pas normal. Et il y a un problème, c'est sûr que tout ça c'est voulu, vous le savez mieux que moi, vous avez Davos pas loin de chez vous, on sait ce qui s'y passe, on sait les maîtres du monde, moi je les dénonce souvent dans mes vidéos, ça me vaut des procès, il ne faut pas l'oublier de le dire ça, je dois me prendre des frais d'avocat, des procès, des gardes à vue, vous pourriez interroger ma femme, traiter de pédophile, alors que moi je suis toujours plus sur mon tracteur, j'ai pas envie d'aller courir après ces histoires de fous, donc je sais que ce que je dis ça tient la route, on ne peut pas avoir raison sur tout, je dis pas, mais je dérange. Et c'est malheureux parce que même en expliquant ça du matin au soir, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, mais j'ai peur que le jour où ils l'auront compris, ce sera trop tard. Ouais. Alors après, c'est vrai que le discours complotique, c'est très mode aujourd'hui, dès qu'on ne pense pas comme la bien-pensante. Mais en réalité, ton discours posé et bienveillant, derrière toi, salit des millions de gens, ils se représentent en tes paroles parce qu'ils savent que c'est plein de bon sens, ni plus ni moins. Donc cette vérité dérange au sens large, sans plus de détails, mais ça fait de toi quelqu'un qui est là pour, en tout cas, réveiller les consciences. Donc c'est bienveillant. En tout cas, Sébastien, nous on te remercie parce que ton combat est comment dire, digne et légitime. Exactement. Moi, mon combat, c'est pour l'honneur de nos anciens et l'avenir de nos enfants. Parce que moi, en sachant tout ce que je sais, si je le dis pas, c'est trahir la mémoire de nos anciens à quelque part. Ouais. Et faire ce que je fais, un peu de résistance, ça n'a rien à voir avec nos anciens quand ils sont partis dans le maquis, à se cacher, combattre l'ennemi. Moi, je me sens... C'est un peu mon chemin de croix. Regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est comme ça tout le temps. Ça se décide au dernier moment. J'ai un cul énorme, c'était pas prévu qu'on fasse du parapente, on est arrivé là-haut, c'est passé crème partout où je vais, c'est comme ça, tant mieux. Je sais qu'il y a une bonne étoile au-dessus de moi, je suis très croyant, sur toutes les chaînes publiques, mainstream, il y avait des gens comme nous, l'Arcom, il ne pourrait pas faire fermer toutes les chaînes. Ouais. À un moment donné, il y a la liberté d'expression ou pas dans ce pays? On se demande. Sur les mairies, il y a écrit liberté, égalité, fraternité, c'est où tout ça? Est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui? Non, rien du tout. C'est bien pour ça que je me battrai jusqu'à la dernière sueur et goutte de sang, parce que c'est pour l'honneur de nos anciens, s'il y a écrit liberté, égalité, fraternité, c'est grâce à nos anciens. C'est pas grâce à tous ces technocrates, à ces politiques, à ces syndicats. Ils sont juste là pour ramasser le pognon et se servir de nous. Ouais. En fait, nous, on est la chair à canon, nous les paysans. On sert bien la soupe au système. Et le problème, c'est que j'ai discuté tout à l'heure avec l'agriculteur 5 minutes, il est complètement à côté de la plaque. Mais c'est comme ça. Et il y a du boulot. Oui. En fait, le mensonge prend l'ascenseur, ça va beaucoup plus vite. La vérité prend l'escalier. Mais qu'on te rassure, elle finit toujours par triompher en fin de compte. Ouais, si elle triomphe, tant mieux. Si elle triomphe pas, tant pis. Moi, voilà, on n'est que de passage sur Terre. Moi, tout ce que je fais, c'est pour aller au paradis derrière. Je suis très croyant et il y a des pays qui le sont vraiment mieux que moi et c'est des offrandes qu'ils font pour aller derrière. Donc moi, mon offrande, c'est offrir ma personne pour défendre le monde paysan. Je ne peux pas mieux offrir. Ça me coûte, voilà, et je suis fier de le faire. Et voilà, ma femme... elle est compréhensive, on essaye quand on est en vacances, c'est pas souvent. Et ben, parce que c'est pas facile ça non plus. Chèvre et le chou, non. Mais voilà, elle est compréhensive, c'est déjà bien. Oui, c'est déjà beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps, Sébastien, de temps, et puis de rien, et au plaisir. Au revoir. Allez, au revoir.